Voilà, donc j'ouvre tout de suite cet ordre du jour. La première délibération est de désigner le secrétaire de séance. Il vous est proposé, puisqu'on a un ordre alphabétique, Nicole Fullenwart. Y a-t-il une opposition, une abstention? Je vous remercie. Et je lui donne immédiatement la parole pour le pointage de la liste de présence et constater que le quorum est atteint. Bonsoir. Donc, Monsieur le maire Hurlet-Jean-Louis. Présent. Monsieur Drennes-Hubert, premier adjoint. Absent excusé à donner procuration à Monsieur Hurlet. Baisse un peu le micro, s'il te plaît. Juste. Voilà. Madame l'adjointe Gélilo Bernadette, absente excusée, m'a donné procuration. Madame l'adjointe Moïse Michler Nadia. Présente. Monsieur l'adjoint Bandol René. Présent. Madame l'adjointe Flight Martin. Présent. Monsieur l'adjoint Yvon Alexis. Présent. Madame l'adjointe Google Mal Christine. Présente. Monsieur Abella Emmanuel, adjoint, donc nous rejoindra en cours de séance. Pour l'instant, il a donné procuration à Monsieur Jacques Nicolas, jusqu'à ce qu'il arrive. Monsieur l'adjoint Parizeau Yann. Présent. Thierry Belin. Présent. Atim Bouenda. Présent. Audrey Brocal. Présent. David Chaparro. Présent. Marie-Pierre Chiche. Présent. Sophie Devoile. Présente. Stéphanie Domenroche. Présente. Koutsi Essir. Absent, excusé, procuration à Monsieur Marcel Caillat. Madame Nathalie Francis. Absente, excusée, donne procuration à Madame Marie-Pierre Chiche. Moi. Enifra Espia. Présente. Karine Huc. Marcel Caillat. Jean-Claude Moin. Absent, excusé, donne procuration à Pia Enifrais. Monsieur Nicolas Jacques. Monsieur Ernest Conrad. Présent. Madame Christelle Laforêt. Absente excusée, donne procuration à Monsieur Conrad. Arras Séville. Sivardi Elsa. De Lyon Nathalie. Jeanne Gérard. Chimère Gérard. Voyer Jean-Pierre. Je vous remercie. Donc, on a constaté que le quorum est atteint et je prends donc l'ordre du jour, les points pour vous les énoncer brièvement et retenir ceux qui souhaiteraient être débattus. La première est une subvention pour l'exercice 2021 du GASPMB. C'est le groupement du personnel de la ville de Bischheim. Alors, effectivement, l'année écoulée a connu moins d'activités. Mais la proposition est de maintenir la subvention qui avait été baissée de 59 à 49 000 euros il y a quelques années et qui suffit pour leur activité, sachant que ce groupement a une année sur deux une activité beaucoup plus intense avec des voyages. Ils ne peuvent pas en faire tous les ans et les voyages sont donc prévus cette année. Et généralement, ils thésaurisent l'année précédente pour pouvoir faire des activités plus intéressantes. C'est pourquoi on vous propose de maintenir cette subvention de 49 000 euros en relation avec la convention qui exprime un petit peu les différentes activités. Est-ce qu'on peut être d'accord? Personne ne contre, personne ne s'abstient. Ensuite, nous avons deux délibérations concernant des demandes de subventions. Alors, concernant l'épicerie sociale, la première, c'est de la dotation de la politique de la ville, la DPV. Donc, je vous rappelle qu'au mois de juillet, nous avons voté l'acquisition de ces locaux en VFA pour un montant de 484 260 euros. Nous avons prévu dans le bilan prévisionnel qui vous est transmis 100 000 euros à la fois pour l'activité pendant les travaux et l'aménagement de ces locaux. Et donc, il est proposé de demander une subvention. Alors, c'est simplement, vous autorisez simplement le maire à demander la subvention. Hein, c'est pas... voilà. Et donc, le montant que nous proposons, qu'on nous subventionne, est de 200 000 euros. On peut toujours demander. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'objection à m'autoriser à faire cette demande, pas d'abstention. Et la deuxième est également liée à ce local, mais là, c'est la subvention des SIL. Voilà, donc
on demanderait aussi une subvention de cette dotation DSIL, demande de subvention de investissement local. Même chose, je pense qu'il n'y a pas d'opposition, pas d'objection, pas d'abstention. Je vous remercie. Et nous demandons également une subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Alors, nous ne sommes pas rurales, je le précise, mais nous entrons dans la deuxième catégorie des communes de moins de 20 000 habitants et qui ont un potentiel financier par habitant qui est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen de l'ensemble des communes des départements de l'Eurométropole. Voilà. Donc nous sommes en dessous, ça, tout le monde sait que les moyens de Bischheim sont relativement faibles, et donc nous demandons, alors l'intérêt de cette subvention, c'est qu'elle peut aller jusqu'à 80%. Donc là aussi, pour un investissement de 250 000 € sur l'éclairage public, essentiellement dans le cadre aussi de l'économie d'énergie, puisque nous remplaçons d'anciennes sources lumineuses par des LED, notamment sur la route de Bichulaire, mais ça c'est déjà cette année que ça s'était budgété. Donc je vous demande aussi de m'autoriser à demander cette subvention. Même chose, je crois qu'il n'y a pas d'abstention, pas d'objection. Ensuite, la délibération suivante est aussi très technique. Vous savez que nous votons le budget au mois de mars-avril. Et donc, pour pouvoir continuer à travailler, c'est une délibération que toutes les communes ou toutes les collectivités qui ne votent pas le budget avant la fin de l'année font. C'est donc de pouvoir dépenser jusqu'à 25% les dépenses d'investissement. Nous avions 3,5 millions de dépenses. 875 000 représentent les 25%, donc il vous est demandé que l'on puisse continuer les différents investissements en cours. Je pense qu'il n'y a pas d'objection, pas d'abstention. Je vous remercie. Le point suivant, c'est un achat de fonds de commerce. Je vous propose de le réserver, puisque je pense que j'aimerais quand même vous donner quelques explications là-dessus. La délibération suivante, c'est une subvention, c'est un dernier dossier de contrat de ville. C'est une subvention de 2 000 € à l'association Mobilex pour un projet qui s'appelle Mobilité inclusive en quartier prioritaire de la ville. Je précise que je suppose que le président de Mobilex ne prendra pas part au vote. Est-ce qu'on peut l'adopter? Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Je vous remercie. Un point technique encore, c'est création-suppression d'emplois. Donc je répète toujours que les créations d'emplois peuvent être faites par la commune sans l'avis du comité technique. Par contre, les suppressions doivent donner lieu à cet avis-là. Ça a été soumis au dernier comité technique où la part salariale n'a pas trouvé à redire. En clair, pour les suppressions, c'est souvent des inscriptions multiples lors d'un recrutement. Pour le responsable du sapin vert, on avait 4 possibilités de recrutement. Donc maintenant qu'on l'a recruté, on supprime les 3 autres qui ne servent à rien, puisque un seul... voilà. Et y compris le responsable ERP, David Zer, qui nous a quittés, est remplacé, mais sous une autre grade et qualité. Et pour la police municipale, c'est pareil. C'était un brigadier. Si un jour nous avons la possibilité d'élargir, il faudra ouvrir plusieurs postes, puisqu'on ne se contentera pas de recruter sur un grade spécifique. Voilà. Le reste, c'est naturellement des professeurs de musique, c'est des quotités, etc. Peut-on accepter cela? Pas d'objection, pas d'abstention. L'instauration du télétravail. Alors, en 2 mots, nous adoptons donc la charte télétravail, qui est un document qui a été présenté à toutes les collectivités, je pense. Et cette charte, c'est la charte qu'on propose. Et donc, pour Bischheim, il y a 2 particularités. La première, c'est la durée de télétravail. Nous proposons donc une journée, vous l'avez sur la page, 2e page. Pour les agents qui travaillent au-delà de 50%, c'est une journée de télétravail fixe par semaine ou 2 demi-journées, ou alors, s'ils préfèrent des jours flottants, c'est 20 dans l'année.
la moitié, bien entendu, pour les gens dont le temps de travail est inférieur à 50%. Ça, c'est sur la durée. Et sur l'allocation, nous proposons de ne pas donner une allocation, un forfait télétravail, puisque très peu de personnes sont concernées à la mairie. Naturellement, tout ce qui est scolaire, tout ce qui est crèche, tout ce qui est service technique, entretien, accueil du public, etc. Et donc, si les personnes qui sont en capacité de télétravailler le font, c'est qu'elles y trouvent aussi un intérêt. Et voilà, donc c'est une proposition que nous avons soumise aux syndicats aussi lors de la dernière réunion, et ils se sont abstenus sur cette... Je crois, c'est ça, hein, Gérard, tu étais... Voilà. Peut-on adopter cela? Oui, Gérard. Si tu permets juste rapidement un mot, je trouve qu'effectivement cette charte est vraiment une bonne chose parce qu'elle cadre les choses et place le télétravail là où il doit être dans une commune comme Bischheim, parce que dans un échelon de proximité comme la commune, la question du contact humain et de l'humain reste fondamentale dans le service public. Voilà, donc de cadrer les choses, c'est vraiment une bonne chose dans ce sens-là. Merci. Personne ne s'abstient, personne n'est contre. Je vous remercie. Alors, on se lance aussi dans l'apprentissage, c'est absolument important à l'heure actuelle. Et donc, il vous est proposé d'avoir recours au contrat d'apprentissage. Et donc, les propositions, c'est 3 CAP, accompagnement éducatif petite enfance, c'est un DEAP, alors on ne demande pas ce que c'est un BTS, études et économie de la construction, et c'est une licence administration publique. Voilà. Alors, nous n'allons pas trop loin parce qu'il faut aussi que ces gens-là soient formés. Et c'est-à-dire, il faut aussi qu'il y ait des encadrants qui les forment. Donc, je sais que pour le BTS, c'est Claire Heitzmann qui là, et Clément François, donc ils sont vraiment à proximité de la personne. Est-ce que vous êtes d'accord que nous puissions avoir ces quelques apprentis? Personne ne s'abstient, personne n'est contre. On arrive à une grosse délibération qui est le cadre de partenariat avec la mission locale et le relais emploi de Schiltigheim. Voilà, je suis un petit peu embêté voilà, bon, vous savez très bien la situation actuelle. C'est que malheureusement le président n'est pas avec nous ce soir. Il nous écoute et je lui fais un petit coucou de sympathie et je lui transmets, je pense, l'intégralité des vœux et des souhaits de l'Assemblée aujourd'hui. Nous avons prévu, alors il y a également un changement, nous avons changé les personnes au dernier conseil, mais ils n'ont pas pu se réunir encore parce que le délégué de Schiltigheim va être changé dans les prochains jours. Donc il y aura un conseil d'administration. Nous avons proposé Yann Parizeau. Voilà, il travaille avec Nathalie Jamboc, etc., pour arriver à remettre sur place. Donc, pour ne pas bloquer la situation, on vous propose simplement la reconduction qu'il y avait. Nous aurons, je pense, en janvier, une commission réunie, ou enfin, seconde quinzaine, et on aura aussi l'occasion de vous présenter le projet. Alors, demain, il sera présenté au matinal, qui est le projet de la rue Colette, qui sera donc cette entreprise de proximité au rez-de-chaussée pour quelques artisans, mais aussi au premier étage, environ 600 mètres carrés, qui seront donc, qui sont mis en œuvre par l'OQSEM, qui a délibéré là-dessus. Donc on en parlera un peu demain, mais essentiellement lors de la commission réunie, dès que les structures seront mises en place. Donc aujourd'hui, je vous demande de passer cette délibération, y compris donc la financière pour les 55 000 €, qui est aussi la même chose en attendant dans cette situation. Voilà. Ernest Conrad. Alors, attends, on retient le point, comme ça on est dans la clarté. Et le dernier point, alors on reprendra vite les deux autres, mise en place d'un tarif spécifique pour l'atelier de percussion africaine. Alors, les tarifs, nous les votons généralement en décembre, mais c'est une nouvelle activité qui fonctionne depuis la rentrée. Et donc, l'école de musique a souhaité pouvoir appliquer des tarifs
Donc, on les inclura, bien entendu, en décembre dans le tarif annuel. Hein, pour pas. Alors, c'est très simple. On demande donc en tarif mensuel pour les moins de 18 ans 8 € non imposables, 10 € imposables, et à partir de 18 ans, 11 et 14 €, sachant que les droits d'inscription à l'école sont de 20 € qui sont pris en charge par la ville pour les habitants de Bischheim. Mais si quelqu'un a déjà un autre instrument et qui paye les 20, il ne payera pas une deuxième fois, n'est-ce pas ? C'est une inscription. Voilà. Donc, est-ce que vous nous autorisez à mettre ça dans les tarifs ? Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Et donc, nous reprenons les 2 points qui ont été retenus, qui est donc le premier, l'acquisition, disons, d'un fonds de commerce. Alors, déjà vous dire la situation, c'est que l'exploitation de ce fonds, qui a été fait par notre ami Hatim avec tous les ennuis de santé qu'il a eu, a dû cesser cette activité, voilà, hein, aujourd'hui. Et donc, avec la Covid et tout, a dû déposer le bilan. Donc aujourd'hui, Hatim n'a plus rien à voir avec cette situation. C'est donc le tribunal qui a nommé un liquidateur, un juge commissaire qui suit cette opération. Et donc, le liquidateur a mis ce fonds de commerce sur le marché. Et la proposition, il l'a chiffrée à 33 000 € avec la licence. Et la seule proposition qu'il a eue, c'est du voisin qui exploite un doner kebab. Et donc pour avoir une activité plus importante, mais dans un secteur d'activité qui est déjà fortement représenté à Bischheim. À Bischheim, nous n'avons pas, comme Strasbourg ou d'autres grandes villes, la préemption sur les fonds de commerce. On l'a sur l'immobilier, mais pas sur les fonds de commerce. Donc ici, on n'est pas dans une préemption, on est simplement dans une proposition commerciale. Nous souhaiterions qu'il y ait une activité de restauration diversifiée, parce qu'à part ça, on a perdu énormément de restaurants, je ne les cite pas tous, mais avenue Périgueux, il y en a déjà 4 ou 5. Et donc, voilà. Lorsqu'il y a une liquidation, le liquidateur veut arriver à faire très rapidement, surtout que les montants sont faibles, veut arriver à faire très rapidement disons, régler le dossier. Et donc, si aujourd'hui, un repreneur devait faire des études, des travaux, des mises en conformité, etc., ben, ça prendrait du temps et finalement, il n'aurait peut-être pas la possibilité de faire cette proposition de reprise du fonds. Donc, nous, ce que je propose, c'est que la ville prenne le fonds. Donc, il fallait surenchérir un petit peu. Donc on surenchérit de 5 000 €, on propose 38 000 avec la licence. Et sachant que si, alors c'est unique, la délibération, c'est d'autoriser le maire à proposer ça au tribunal. C'est pas fait, hein, puisque c'est le tribunal qui va juger et qui va dire si on peut l'avoir. Mais pour ça, il faut que j'ai cette délibération. Voilà. Et donc, c'est peut-être une première, mais lorsque j'ai de temps en temps des critiques que fait le maire, lorsqu'il y a des activités qui génèrent parfois des nuisances, peut-être plus encore rue Leclerc qu'ailleurs, ben, je crois que bon, on a cette fois-ci une opportunité. Voilà. Alors, la ville n'a pas vocation de le garder. Hein. La ville a simplement vocation de rechercher peut-être des exploitants, mais qui pourront prendre quelques semaines ou quelques mois pour faire l'étude, alors que s'il devait faire aujourd'hui une proposition au tribunal, il n'aurait pas le temps de le faire. Voilà. J'ai à peu près exprimé, avec des mots pas trop directs, cette démarche. Donc, c'est pas sûr qu'on réussisse. Hein. Je dis, c'est pas un engagement que je prends. On a des pistes de gens qui viennent de temps en temps me voir, mais peut-être que bon, on va les relancer, on va voir avec eux. Gérard Chan. Oui, monsieur le maire, chers collègues, ça fait des années qu'on pointe la question du dynamisme commercial du centre-ville de Bischheim et de ce dépérissement de ce centre-ville. Et je crois que là, il y a effectivement un intérêt pour
pour trouver, pour mettre en place quelque chose. Je sais qu'à l'époque, sur le projet mairie, il y avait un projet qui n'a pas pu aboutir, puisque pour un restaurant éventuellement, je crois que c'est quelque chose qui fait effectivement défaut à Bischheim. Quand on sort au centre-ville de Bischheim pour aller manger quelque part, on est très vite amené à aller chez les voisins. Sauf pour les restaurations rapides où effectivement on est assez bien doté à Bischheim. Donc je trouve qu'il y a là une opportunité qu'il faut effectivement saisir, d'autant que le tarif qui est proposé et voilà, enfin bon, a priori, il ne devrait pas y avoir de grands risques pour la ville à s'engager dans ce processus. Voilà. Maintenant, juste pour lever les derniers doutes des uns ou des autres, dans le cadre d'une liquidation, quand le tribunal, comme tu dis, met en œuvre ou cherche un repreneur, l'argent il est consacré aux éventuels créanciers, j'imagine, par l'intermédiaire du tribunal, quoi, hein, pour être clair. Voilà. Donc, ok. Donc voilà. C'est pour ça que malgré que Hatim ne soit plus du tout concerné, il va ne pas prendre part à ce vote. Voilà. Rien ne le nécessite, mais je crois que ça simplifie les choses, hein, donc tu ne prends pas part à ce vote. Ernest Conrad. Nous trouvons l'acquisition de ce commerce, si l'offre est acceptée, une bonne chose, et surtout pour la diversité des commerces. Nous voterons pour cette délibération. Merci. Donc je mets au vote. Quelqu'un est contre, quelqu'un s'abstient. Donc merci de votre... Monsieur Chimère ? Il s'abstient. Voilà. Donc une abstention. Voilà. Je ne vous fais pas des promesses miraculeuses là-dessus, mais voilà. Si vous avez des pistes aussi de gens, je suis tout à fait preneur pour leur voilà. Dernier point à voir, c'était donc cette convention cadre de la mission locale. Je crois que je l'avais présentée en entier, donc je donne tout de suite la parole à Ernest Conrad pour la question. Nous voterons cette subvention car nous considérons que le rôle des missions locales est indispensable dans l'insertion des jeunes. Monsieur le maire, nous souhaitons, mais vous avez répondu, enfin nous allons avoir une commission réunie à ce sujet. C'est déjà demandé depuis des années. Merci. Tout à fait, mais j'avais déjà répondu, donc effectivement, c'est une demande que nous avons, mais je pense qu'on sera prêt, mais pas en décembre, hein, je crois, le temps que la seconde quinzaine de janvier, puisque de toute façon, on fait une commission réunie voilà, il y aura un conseil en décembre, donc on fera une commission réunie en janvier. Donc on peut passer au vote, qui est contre, qui s'abstient, donc ça c'est unanimité. Et donc c'est ainsi que se termine l'ordre du jour, et je céderai donc la parole à Christine Gugelmann pour faire le compte-rendu le plus objectif possible de la délibération. Il y avait un seul conseil de l'Eurométropole, donc on se concentrera sur celui-là. Elle va nous faire ce petit compte-rendu, et puis je reprendrai la parole après. Elle voulait déjà me couper le micro. Merci, monsieur le maire. Alors effectivement, le 15 octobre, le Conseil s'est réuni pour délibérer sur une délibération unique qui est le déploiement d'une zone à faible émission mobilité, dite ZFE-M, sur le territoire de l'Eurométropole à partir du 1er janvier 2022. La ZFE va concerner l'ensemble des véhicules motorisés, s'appliquera en continu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et va porter sur l'ensemble du territoire de l'Eurométropole, à l'exception des axes suivants. Au nord de l'Eurométropole, de l'échangeur A4 à 355 jusqu'à la limite du banc communal de l'Eurométropole au nord, et de l'échangeur de Heurt à l'échangeur A35 à 355.
au sud de l'Eurométropole ne sera pas concerné sur la M35 à partir de l'échangeur 11, dit d'Ensheim, jusqu'à l'échangeur 10, dit de Geispolsheim, et sur la M353. C'est pour essayer de fluidifier le gros trafic. Les deux points principaux de la délibération dont je vais vous parler sont d'une part le calendrier et d'autre part la mise en place d'un dispositif d'accompagnement pour les particuliers, d'aide au report modal et à la conversion vers des véhicules plus propres. Cette délibération ne concerne pas l'accompagnement des professionnels qui s'inscrit dans un dispositif distinct qui est en cours avec la région Grand Est. En ce qui concerne le calendrier, c'est un calendrier unique, progressif et pédagogique qui est mis en place. Il y aura une première phase pédagogique sans sanction financière qui précédera chaque date définitive d'interdiction de circuler. Les étapes pédagogiques sont les suivantes. Les véhicules critères 5 et sans critères à partir du 1er janvier 2022. Les critères 4 au 1er janvier 2023, les critères 3 au 1er janvier 2024 et les critères 2 au 1er janvier 2025. Ensuite, il y aura les dérogations, il y aura les interdictions définitives qui vont s'appliquer, sauf si entre-temps il y a des dérogations nationales ou locales. Donc sur le territoire de l'Eurométropole, l'interdiction définitive de circuler va s'appliquer comme suit. Les véhicules critères 5 et sans critères au 1er janvier 2023. Critère 4 au 1er janvier 2024, critère 3 au 1er janvier 2025 et critère 2 au 1er janvier 2028, puisqu'au niveau du Conseil, nous avons voté également pour les critères 2. Donc voilà pour le calendrier. En ce qui concerne le dispositif d'aide, il est découpé en deux grandes catégories d'aide. Les conditions d'éligibilité sont les suivantes. Donc ça concerne bien évidemment uniquement les personnes majeures qui sont sur le territoire de l'Eurométropole. Et sont concernées donc les personnes qui vont revendre ou mettre au rebut un véhicule personnel donc qui fait l'objet des interdictions à terme, et sont concernées les personnes qui disposent d'un revenu fiscal de référence par part et non pas par quotient familial, on parle bien de parts personnelles à chacun, qui sont inférieures à 20 966 €. Les aides vont être graduées selon 3 strates de revenus par part. Donc la première strate concernera les personnes qui ont un revenu inférieur à 6 300 €. La deuxième strate, ce sont les revenus compris entre 6 300 et 13 488 €. Et la troisième strate, de 13 489 € à 20 966 €. Donc voilà pour les strates de revenus. La première catégorie d'aides, ce sont des aides sous forme d'un crédit consommable qui permettent de bénéficier de services de mobilité, tels que l'accès au réseau de transport en commun, d'autopartage, de vélos partagés, ou encore bénéficier d'un complément d'aide à l'achat d'un vélo à assistance électrique. Le montant des aides sera composé comme suit. Il y aura une aide socle de 1 000 €. Elle a été votée pour l'intégralité du mandat qui est en cours. Et il y aura une aide complémentaire qui, pour le moment, a été votée pour 2 ans et va être réévaluée chaque année. Pour les 2 premières années, c'est-à-dire 2022-2023, cette aide complémentaire va être au maximum, selon la strate de revenus, de 1 000 €, 800 € ou 500 €. Ça signifie qu'en fonction de la strate de revenus, l'aide maximale totale va être de 2 000 € ou 1 800 € ou 1 500 €. Sachant, comme je l'ai dit, ce n'est pas un montant financier, c'est uniquement un crédit consommable qui va être alloué et qui va servir à l'achat de prestations de services ou d'équipements de mobilité, de se déplacer au moyen d'un ou de plusieurs modes alternatifs à la voiture individuelle personnelle. Il y aura un système de compte individuel qui va être mis en place pour assurer la bonne gestion et encadrer l'utilisation. Donc voilà pour la première catégorie d'aides. Ensuite, il y a une deuxième catégorie, ce sont les aides à la conversion, qui sont complémentaires à celles de l'État, sous forme d'une aide à l'achat d'un véhicule propre, neuf ou d'occasion, ou d'une aide au rétrofit, c'est-à-dire la transformation d'un moteur thermique en moteur électrique. En ce qui concerne l'aide à la conversion automobile, elle est composée également de cette aide socle de 1 000 € et d'une aide complémentaire qui, pour les années 2022 et 2023, selon la strate de revenus, sera de 2 500, 1 500 ou 500 €, ce qui signifie, selon la strate de revenus, une aide maximum de 3 500, 2 500 ou 1 500 €.
En ce qui concerne l'aide au rétrofit d'un véhicule léger ou utilitaire léger à usage personnel, également cumulable avec celle proposée par l'État, elle sera au maximum de 2 500 €, et ce pour les 3 strates de revenus. Enfin, en ce qui concerne l'aide à la conversion pour 1, 2 roues ou 3 roues électriques, elle sera au maximum de 1 400, 1 100 ou 900 € selon la strate de revenus. Un observatoire de la ZFE est mis en place, c'est-à-dire qu'un bilan sera effectué chaque année et 2 évaluations complètes seront organisées en 2024 et 2026 pour mesurer l'impact des premières étapes d'interdiction sur la qualité de l'air, les changements de comportement, le report modal, l'évolution du parc de véhicules et la capacité des entreprises et des habitants à réussir cette transition. Donc voilà, j'en ai terminé avec la synthèse de ces 2 points principaux de cette délibération qui, vous l'imaginez, a donné lieu à débat. Sur les 100 conseillers métropolitains, 98 ont pris part au vote, 67 votes pour, 26 votes contre et 5 abstentions. J'ai à votre disposition, si vous le souhaitez, l'intégralité de la délibération, du texte de la délibération, sans les annexes, puisque c'est effectivement quelque chose de très volumineux. Mais vous pouvez le consulter sur le site de strasbourg.eu. Vous avez tous les tableaux avec les aides qui sont bien précisés. Je vous remercie. Merci pour cette présentation. Le rétrofit, juste pour préciser, parce que tout le monde ne le sait peut-être pas, c'est quand on prend une voiture à essence ou à diesel et qu'on la transforme en voiture électrique, hein, c'est ça ou... C'est ce que j'ai dit. Voilà, excuse-moi. Voilà. Voilà. Alors, sur cette délibération, un certain nombre de conseillers ont voté contre. Parmi ceux-là figurent Christine et moi-même. J'ai l'explication de vote que j'aurais voulu dire ce jour-là, mais il y avait tellement d'interventions et que beaucoup avaient déjà dit la même chose. Donc, je vous réserve la primeur de ce que j'aurais dit à ce moment-là et vous expliquer les raisons de notre vote. Alors, j'aurais dit, je suis pour la ZFE. Nous devons lutter pour la qualité de l'air. Oui, c'est indispensable et urgent. Cette volonté politique nous unit. Je suis pour l'interdiction de circulation des véhicules les plus polluants. Cette volonté politique nous réunit également. Je suis heureux que le législateur ait imposé les ZFE sur les territoires les plus exposés. Il a posé un calendrier et nous devons le respecter. Il a exclu des interdictions, la critère 2. Nous devons nous caler sur les critères décidés. Je suis pour l'application de la loi, bien sûr, toute la loi, mais rien que la loi. Je ne suis pas pour engager tout le territoire de l'EMS sur ces contraintes. Rien dans la loi ne nous y oblige et rien n'en démontre l'utilité. Les autres territoires, souvent mis en avant au sujet des ZFE en France et en Europe, n'ont pas nécessairement instauré des interdictions générales et absolues. Pas 100% de la surface des intercommunalités. Pas toujours tout le périmètre même des villes. Pas toujours toutes les plages horaires non plus. Et pourtant, il semble que les résultats soient significatifs. L'équité territoriale ne doit pas être basée sur des délimitations administratives, mais doit être réaliste et tenir compte des contraintes de déplacement, des niveaux de qualité de l'air dans nos communes. Comment considérer nos 33 communes avec un seul regard alors que nous vivons des réalités et des niveaux de pollution bien différents? Je ne suis pas non plus pour engager d'ores et déjà les critères 2 dans un calendrier. Évaluons en 2026 les impacts de la ZFE et les améliorations apportées à la qualité de l'air sur notre territoire. Au regard de ces évaluations, les élus en place pourront prendre les décisions les plus pertinentes pour 2028. Je suis d'autant plus inquiet que si au niveau de l'EMS, les critères 2 représentent un tiers des véhicules, à Bischheim, cela monte à 1 sur 2. Tout en approuvant le principe des ZFE, je vais, et avec Christine, aujourd'hui, voter, c'est ce que j'ai dit ce jour-là, contre la ZFE que vous proposez et qui est contre son étendue territoriale et contre son étendue au critère 2. Voilà, je tenais juste à dire la raison pour laquelle
nous avons voté contre la délibération qui inclut des choses que nous pensions être inutiles. Voilà. Je prendrai après le mot pour dire qu'à Bicham, nous sommes quand même déjà vertueux, mais je pense que Gérard brûle d'impatience de nous donner sa version. Oui, Jean-Louis. D'abord, merci Christine pour cet exposé, comme toujours très objectif. Et merci pour l'explication de vote, Jean-Louis, puisque je pense qu'il est toujours important que les citoyens sachent les raisons, connaissent les raisons d'un vote, quel qu'il soit. En tant qu'élu, on se doit de cette transparence à nos citoyens, à nos habitants. Pour ma part, évidemment, j'ai voté pour et j'avais pris la parole. J'ai pris la parole en tant que président de groupe, au nom de mon groupe, des élus écologistes et citoyens, pour dire le bien qu'on pensait de cette mesure. Mais je vais donner mon avis ce soir, puisque pour que l'ensemble des Bichheimois, là aussi, connaissent l'avis sur cette question-là. Alors, dans quelques heures, à Glasgow, va s'ouvrir la COP26. Je ne sais pas sur quoi elle va aboutir, et je ne suis pas sûr que, quand elle aboutisse, une COP comme ça, les mesures soient prises, les mesures suivent, puisqu'on a vu que même pour la COP à Paris, la conférence climatique à Paris, nous ne sommes pas en mesure, la France notamment, ne sera pas en mesure de respecter les engagements qu'elle a pris dans le cadre de cette COP. Mais ces COP sont l'occasion pour des institutions ou des ONG de tirer des sonnettes d'alarme. On nous a déjà alerté cet été sur l'état de la planète, le GIEC notamment. Là, dans le cadre de la COP, c'est l'ONU, c'est l'OMS et quelques autres pour nous alerter sur la situation actuelle liée au réchauffement et au dérèglement climatique. Depuis 48 heures, Catane, en Sicile, connaît des événements climatiques catastrophiques. Catastrophiques, comme jamais. Catane n'est pas un cas isolé. Il y a eu la Roya, il y a eu la Grèce, la Turquie, l'Himalaya en février dernier avec plus de 200 victimes, liées à une rupture d'un glacier. Il y a en Australie plus de 3 milliards d'animaux qui sont morts ces dernières années dans les incendies, différents incendies entre 2019 et 2021. Et puis, ce qui représente quand même des menaces sérieuses pour la biodiversité. Et puis, plus près de nous, récemment, dans le Palatinat, près de 200 morts. Tout le monde sait que dans le dérèglement climatique, la question des carburants d'origine fossile, notamment le pétrole, est une des raisons de ce dérèglement climatique. Mais revenons localement à la ZFE. Déjà, le fait de dire que la question du dérèglement climatique est une question extrêmement importante, on en entendra parler ces jours-ci, suffirait à lui seul à justifier le fait qu'on veuille restreindre l'utilisation de voitures particulièrement polluantes. Mais localement, la ZFE et les voitures, la pollution, c'est une question de santé publique. Dans l'Eurométropole, il y a 500 morts prématurées par an liées à la pollution. 500 morts, 500 victimes annuelles. En tant qu'élu local, je trouve que ne pas réagir, ne pas agir, serait irresponsable. Des ZFE, il y en a plus de 250 en Europe. Plus de 250 villes ont mis en place des ZFE. Alors, Jean-Louis, tu l'as dit, il y a la loi qui impose les critères 5, 4 et 3, et nous avons rajouté les critères 2 avec l'objectif 2028, sachant qu'il y a une possibilité dans les décrets pour les communes. Pour l'instant, il y a 4 communes qui se sont engagées sur 2028 pour les critères 2. D'autres suivront, et ils suivront de gré ou de force, parce que l'OMS a abaissé les niveaux tolérables, puisque la pollution
c'est non seulement des morts, mais c'est des maladies cardiovasculaires, c'est des maladies respiratoires, c'est des allergies, etc., et que la situation sanitaire l'exigera, qu'on le veuille ou non, d'ici 2028, on nous imposera d'une manière ou d'une autre l'interdiction des critères de « je le pense ». Ça viendra probablement d'en haut. Ne rien faire serait dramatique au vu de l'état des pollutions dans notre agglomération. Quand je disais plus de 250 zones à faible émission, les modélisations qui ont été faites par Atmo Grand Est, qui ont été joints au dossier que vous pouvez consulter, montrent qu'on aura une vraie efficacité par rapport à la pollution à partir du moment où les critères 2 ne circuleront plus. On sait très bien que d'ici, que les critères 5, 4 et 3 ne suffiront pas à réduire les taux de pollution. Les derniers éléments qui sortent d'un bilan de la ZFE de Bruxelles, qui sont sortis cette semaine, des analyses, puisque Bruxelles a une ZFE depuis 2019, ça va faire la 3e année, avec l'interdiction drastique, des mesures drastiques contre le diesel, avec des contrôles avec de vidéos, des verbalisations vidéo, et un prix du diesel plus cher que l'essence, ce qui a permis de réduire considérablement la part des diesels dans la ville de Bruxelles, de 46 à autour de 35%, donc de 15% la part du diesel, alors qu'en France, on réduit d'un peu moins de 1% par an. Donc sur les 6 dernières années, on a réduit de 5% la part des véhicules diesel en France. Montre que si ces mesures, à partir d'une mesure, on est ambitieux et on obtient des résultats. Les résultats dans les villes françaises des ZFE sont beaucoup plus mitigés parce qu'effectivement, les contrôles sont très aléatoires, etc. Bref, je vais pas aller beaucoup plus loin, juste pour dire que cette question de ZFE est une question importante sur la question climatique et sur la question de santé. Le Grand Paris, qui n'est pas dirigé par un écologiste, mais par un élu LR, a mis en place une ZFE beaucoup plus restrictive, avec les critères 2 en 2024. Les critères 2 seront interdits dans le Grand Paris en 2024. L'objectif à Paris, c'est d'interdire les critères 1 en 2030. Alors, il y a plusieurs zones, effectivement, et plusieurs horaires. Il y a la zone du Paris et les premières couronnes, dont fait partie la ville dont M. Ollier est maire, oui, Malmaison, etc. Mulhouse sera amené à mettre en place une ZFE, Nancy va être amené à mettre en place une ZFE, Metz, Reims a commencé à travailler une ZFE. Voilà, c'est des choses qui vont s'imposer. Et plus tôt on donnera un signal à notre population là-dessus, plus tôt elles s'engageront dans les transitions nécessaires. Alors je regrette, par exemple, que l'État n'ait pas donné le signal d'interdiction de diesel pour l'instant et qu'on laisse vendre des diesels actuellement, alors qu'on sait que les moteurs thermiques, c'est fini 2035, l'Union européenne, les moteurs thermiques. Donc il faut donner des signaux aux populations et évidemment les accompagner, et l'Eurométropole met 50 milliards sur la table, 50 millions sur la table. Sinon, vous auriez tous une voiture gratuite. Sur la table pour accompagner, je voulais dire, et un demi-milliard pour développer les transports publics, parce que là aussi, il y a un vrai enjeu d'aider à la mobilité. Il faut garantir le droit à la mobilité aux gens en développant les transports publics avec un demi-milliard sur le mandat. Voilà. Merci Gérard. Alors, je crois qu'on peut continuer longtemps le débat. On a 2 points qui, au fond, sont tout à fait convergents. Mais la seule chose, c'est la précipitation. C'est les conséquences aussi pour le quotidien d'une population qui a besoin aussi, qui ne peut pas faire autrement, de se déplacer pour l'emploi. Et c'est ces gens-là qui se rapprochent de nous. Et je l'ai vécu... tu dois le savoir, dans la dernière campagne électorale, qui n'avait rien à voir avec la ZFE, qui était départementale, mais les gens sont venus en me disant « Aidez-nous, s'il vous plaît ».
faites en sorte que, parce que on veut bien réduire la pollution, mais qu'on puisse s'y préparer, parce que les aides que Christine a dit, elles sont intéressantes. Mais je veux dire, il y a quand même des critères de ressources qui font que ceux qui sont le plus pénalisés, c'est les vrais travailleurs, comme on disait. C'est les gens qui travaillent, qui ont un peu plus que le SMIC, parce qu'ils bossent, ils font des heures sup, etc. Ces gens-là gagnent trop pour qu'on les aide à avoir le moyen de déplacement qui leur permet de travailler. C'est la double peine. Voilà. Alors, on est d'accord, je l'ai dit tout de suite, il faut éradiquer. Alors après, ce qui est un peu dérangeant, et on le dit souvent, c'est qu'il n'y a pas les assassins qui sont, qui tuent 500 personnes par an, etc. Non. Et tu sais très bien que cette pollution, ce n'est pas que la pollution des automobiles qui seront mis au rebut. Moi, j'attends simplement de voir comment l'Eurométropole va gérer les exceptions. Parce qu'aujourd'hui, il y a les voitures de sécurité, de pompiers, d'ambulances, de poubelles, qui sont importants. Il était même question à un moment donné que les personnes qui ont carte d'handicap puissent aussi continuer parce qu'on ne pourra pas leur faire changer de véhicule. Les véhicules adaptés. On parle des commerçants sur les marchés. On parle des artisans qui doivent intervenir en ville. Aujourd'hui, il y a nombre d'artisans et d'entreprises qui ne viennent plus intervenir à Strasbourg. Parce que ça a un coût et qu'ils n'arrivent plus à y aller. Donc, je crois qu'il faut aussi... Alors, quand je dis précipitation, c'est qu'effectivement, on a peut-être trop tardé. Cette interdiction, on aurait peut-être dû la faire avant. Je ne dis pas. Voilà. Mais aujourd'hui, on est dans cette situation où on ne peut pas simplement rayer notre trait de crayon. Alors, naturellement, Bischheim, nous essayons d'être vertueux. Vous le savez bien, sur le parc automobile de la ville, et sans aucune aide, nous avons quand même, entre 2018 et 2022, supprimé 20 véhicules. 20 véhicules, dont tous n'ont pas été remplacés. On a mutualisé, parce qu'il ne suffit pas non plus de remplacer, c'est la solution de facilité. On a simplement... Et nous avons donc 2 véhicules électriques MAN, je ne sais pas si vous l'avez vu, le gris. Le deuxième est commandé, il sera livré en janvier-février. C'est des véhicules équipés pour la maintenance et qui sont électriques. Et nous attendons avec impatience, mais ça fait plus d'un an qu'il est commandé, un goupil, tu sais, c'est le truc de propreté, pour remplacer les petits engins là, qui nettoient, qui remplacent les poubelles et tout. On en a un. Alors, on en a pris qu'un. Le deuxième, on l'a prévu, mais on voudrait quand même savoir comment fonctionne le premier avant d'en acheter un deuxième, parce que c'est quand même des coûts de 40 000 €. Et le MAN également. Donc, je crois que nous avons encore déjà 4 véhicules critère 1. Il reste 6 véhicules critère 3. Voilà, et il y a une dizaine de critères 2. Donc, on est dans cette foulée où nous serons parfaits, sauf nous avons le gros camion grue qui est 4, mais où il faudra qu'on demande une dérogation parce qu'il fait quelques kilomètres et ça a un coût énorme. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Donc nous sommes là et je suis un petit peu étonné, je dois le dire, que quand on regarde la carte de la pollution, c'est quand même la M35 qui est l'épine dorsale du rouge. D'accord ? Si, c'est la carte qui a été mise avec, c'est pas mal. Or, nous avons, en décembre, la possibilité de réduire considérablement du jour au lendemain la pollution autour de cet axe, c'est-à-dire en faisant reporter une partie de la circulation polluante, les camions, sur le contournement ouest de Strasbourg, le COS, et qu'il y a des personnes qui, par des actions en justice, retardent cette ouverture. Donc on a la possibilité du jour au lendemain de diminuer le nombre des 500 morts parce que on pourra mieux respirer. Eh bien non, ces gens continueront à mal respirer pendant encore quelques mois par des procédures que je trouve
d'un autre temps, puisque c'est fait, et on ne va pas le démolir du jour au lendemain. Voilà. C'est un petit peu une interrogation que j'ai aussi. Et puis, dernière petite pointe quand même, parce que sinon ce ne serait pas intéressant. La loi interdit à une certaine date certains critères. Mais la loi n'interdit pas de remplacer les véhicules avant. Et je pense que si tous nos amis écologistes avaient supprimé les critères 5, 4, 3, 2, aujourd'hui déjà, eh bien, on respirerait déjà beaucoup mieux. Tu as raison, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, les écologistes. Donc, s'ils avaient qui ont ce genre de voiture. Oui, j'en connais. Permets-moi juste une petite réponse. Permets-moi juste une petite réaction. Évidemment, je n'ai jamais mis en doute qui que ce soit sur le fait qu'il ne soit pas sensible au nombre de victimes causées par la pollution. Je ne fais ce procès à personne. Voilà. Et puis après, tu le sais aussi qu'il est prévu effectivement un certain nombre de dérogations, puisque évidemment certains véhicules, de remplacement pour certains véhicules n'existe pas pour l'instant. Voilà. Mais ça permettra aussi à l'industrie de s'adapter dans la mise en œuvre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu, le mois dernier, le véhicule le plus vendu en France, la voiture la plus vendue en France, c'était une voiture électrique. C'est-à-dire que le virage est... On ne va pas ouvrir le débat de la pollution de la voiture électrique avant même qu'elle ne commence à circuler. On est d'accord là-dessus. Et puis, dernière chose par rapport à des recours qui ont été faits, la justice, elle dit le droit. Et si certains n'ont pas respecté le droit, il fallait leur dire à ce moment-là. Ça leur avait été dit concernant le retard de l'ouverture du GCO, ça leur avait été dit à Vinci. Ils n'ont pas respecté. Ils le savaient. Ils ont pris. Et à cause de ça, nous, on doit continuer à respirer cette mauvaise air. Et ceux qui les ont soutenus et qui étaient à la manœuvre à l'époque, qui étaient aux manettes à l'époque, auraient pu les inciter à au moins respecter le droit. Sur des questions de droit, quand même, là aussi, l'État français a été condamné pour inaction climatique. De plus en plus d'actions. L'État allemand, la Cour de Karlsruhe, a rappelé les obligations, a obligé les politiques à prendre des mesures. On va vers une judiciarisation de plus en plus forte de ces questions-là, et en tant qu'élu, on n'est pas à l'abri. Il y a eu l'amiante, il va y avoir les pollutions. Je crois que quand je parle de responsabilité, c'est en toute responsabilité que cette décision a été prise. Parfait. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut encore rajouter quelque chose? Enfin, on a fait un petit peu le tour. Les points sont divers. Voilà. Écoutez, si ce n'est pas le cas, on aura l'occasion de continuer à en parler, et aussi du transport en commun sur le secteur, qui est un autre débat. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Voilà. Donc, je vous remercie. Conseil qui était un petit peu plus court que les autres, mais je crois que les premiers de l'année prochaine, avec le débat d'orientation budgétaire et le budget, seront beaucoup plus animés, avec des sujets de discussion plus importants. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Je salue toutes celles et ceux qui nous ont écoutés, et j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, et que on vous souhaite une bonne nuit à toutes et à tous. Merci. Bonsoir.